Mesdames, Messieurs, bonjour. L'AFQP, Association France Qualité et Performance, en région PACA, a le plaisir de vous présenter un nouveau webinaire dans le cadre de son programme Entraide. Vouloir rendre son organisation conforme à plusieurs normes fait appel à un système de management dit intégré. Voyons aujourd'hui quelles sont les difficultés couramment rencontrées dans ce contexte et leurs solutions grâce à Madame Cando, responsable de la filière QSE chez Bureau Veritas. Mais passons d'abord la parole à Jean-Jacques Bonneau, pilote du programme Entraide. Merci Guy. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session du programme Entraide de la FQP PACA. Le web d'aujourd'hui rentre dans la catégorie grand témoin et le grand témoin d'aujourd'hui est particulier car c'est un organisme de certification que vous connaissez tous, Veritas, et nous passons la parole aujourd'hui à un organisme de certification qui d'habitude nous écoute, nous audite, mais aujourd'hui, c'est lui qui a la parole et c'est lui qui va nous parler. Donc, le propos de ce web est que le Veritas nous fasse part des points durs et des difficultés que l'organisme rencontre lors de ses audits et les points durs et les difficultés qu'il rencontre dans la certification des systèmes intégrés. Alors, c'est vrai que les systèmes intégrés sont par définition même des systèmes complexes et vous connaissez sans doute l'image d'Épinal qui court à propos des systèmes intégrés, c'est précisément de ne pas être intégrés. En effet, les systèmes, souvent, et heureusement pas toujours, ont été mis en place successivement et constituent des couches stratifiées parallèles. On a une première couche de 9001, on a une couche de 14001, on a une couche de 18001, voire etc. Donc, au-delà des problématiques rencontrées, Veritas va nous parler des solutions, des pistes à prendre pour pallier ces difficultés. Et donc, c'est un sujet qui est passionnant. L'intervenante au titre de Veritas est Sandra Cando. Sandra Cando est responsable de la filière QSE chez donc Bureau Veritas Certification. Elle a plus de 12 ans d'expérience en matière d'audit et de responsable d'audit qualité, environnement, sécurité et énergie dans différents domaines de l'industrie. Elle a été précédemment, pendant 12 ans, RQSE d'une industrie, d'une boîte dans l'industrie chimie électronique, et elle a même, en 96, fleuron de son parcours, été une des premières en France à amener à la certification 14001 une entreprise industrielle. Donc, nous avons affaire à une grande technicienne. Eh bien, Madame Cando, je vous passe la parole et nous sommes tout oui. Merci beaucoup de votre introduction et enchantée de participer à ce programme Entraide et donc de vous faire partager l'expérience de nos auditeurs au sein de Bureau Veritas Certification sur les différentes problématiques que peuvent rencontrer nos clients. Alors, je vais partager mon écran tout de suite pour vous présenter. Ça devrait arriver. Voilà. Donc, je pense que c'est bon pour tout le monde. Voilà. Donc, cette présentation, alors très rapidement, elle va se décliner. Je vais vous donner quelques chiffres, en fait, qui correspondront à un retour d'expérience d'anomalies sur les audits courant 2020 au sein de Bureau Veritas Certification. On va rentrer beaucoup plus en détail de façon exhaustive sur les difficultés qui sont rencontrées. Et là, j'ai organisé ma présentation par chapitre de la structure dite HLS ou des structures que l'on trouve au niveau des normes et avec des propositions même. Voilà, d'habitude, nous n'avons pas le droit de faire du conseil en tant qu'auditeur, mais là, on est hors de cadre d'audit, donc vous profiterez de quelques petits retours d'expérience et conseils et après, on aura un bon quart d'heure de questions-réponses.
Dans un premier temps, bon, alors comme on vous le disait, Bureau Veritas Certification, c'est une filiale de Bureau Veritas. Je ne vais pas vous la représenter longuement, mais cette filiale de certification qui est petite au sein du groupe, on est 4% de l'effectif du groupe Bureau Veritas, mais on a une forte, on est certification pour ce que vous connaissez en qualité, environnement, sécurité, énergie. Après, on fait beaucoup d'audits aussi, responsabilité sociale, sociétale, environnementale, RSE, des audits de fournisseurs, plein de filiales et des choses comme ça. Notre atout, c'est que notre position monde, et je vais vous le montrer un peu plus en détail, et on peut répondre à des appels d'offres mondiaux. Est-ce qu'on a? On a des clients où on fait des audits intégrés pour le monde, en fonction de leur périmètre. On a plus de 8000 auditeurs dans le monde. Voilà, et quelques chiffres de certification. Je pense que on les a ici un peu plus en détail. Alors, c'est vrai que le fort positionnement des auditeurs est centré en Europe, mais après, on a des collaborateurs un peu partout, et justement, qui permet à nos clients internationaux d'avoir des auditeurs locaux et surtout une forte expertise des réglementations locales, qui est une exigence quand on fait des audits, notamment en environnement et en santé et sécurité. Voilà, sur 2018, on a délivré plus de 145 000 certificats et on a un peu plus de 120 000 entreprises qui travaillent avec nous. Au niveau France, si on se recentre un petit peu, on est 450 auditeurs. Dans ce volume d'auditeurs, on a des auditeurs salariés, dont je fais partie, mais aussi on travaille avec énormément de prestataires, d'indépendants qui interviennent pour nous et qui répondent aux mêmes qualifications. Voilà. Alors, sur les chiffres, on va rentrer un peu plus dans le détail par rapport aux normes et aux défaillances. C'est-à-dire que quand j'ai parlé des défaillances, c'est les non-conformités qui peuvent être établies lors de ces audits, alors soit de certification initiale, de renouvellement, ou on peut avoir des audits, les audits de suivi. Donc, vous voyez qu'il y a une forte majorité 9001, mais il faut savoir que les systèmes intégrés peuvent être sur les 3 domaines, peuvent être QSE, peuvent être qualité environnement, peuvent être qualité sécurité, peuvent être qualité sécurité énergie. Voilà, mais c'est vrai que la majorité des clients ont d'abord une structure qualité, donc 9001. Donc, c'est pour ça que le prorata de non-conformité est tout à fait logique. Donc là, c'est un condensé, en fait, de toutes les non-conformités relevées sur des audits intégrés, donc multiréférentiels sur 13 mois, donc de janvier 2020 à février 2021, malgré une année compliqué pour tous, mais les audits ont continué parce que les entreprises maintiennent leur certification. Et là, un peu plus en détail, en fait, les défaillances par chapitre de la norme. Donc, on voit les petites couleurs. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Donc, on va démarrer ici sur la partie contexte. Donc, on a toujours un pilier un petit peu difficile, on y reviendra, en termes de compréhension sur la partie contexte et ce qu'on attend, notamment issus des versions 2015 et versions 2018 pour la partie 45001. Très peu de non-conformité en leadership, toujours difficile aussi à identifier. Après, sur la partie planification, on a à peu près planification et support à peu près au même niveau. Sachant que si on vient en détail sur la partie planification, on voit tout de suite qu'arrive dans le top 3, en fait, les normes 14 000 et 45 000, parce qu'elles ont beaucoup d'exigences en termes d'analyse environnement, évaluation des risques, et là, il y a souvent des défaillances. Et après, on va trouver vraiment les 2 piliers qui représentent 25% des écarts, des écarts. Donc, sur la partie réalisation, donc l'activité opérationnelle qui est le cœur du réacteur dans une entreprise. Et après aussi sur le chapitre 9, donc amélioration, et notamment on verra pas mal de défaillances sur les audits internes. Évaluation de conformité, mais on va voir tout ça plus en détail. C'est pour vous donner un petit peu
une représentation. Alors, quand on rentre vraiment dans le détail par thématique, donc si on rentre sur la partie contexte, dans le chapitre 4.1, les principales difficultés ou erreurs, c'est qu'il peut y avoir dichotomie entre la stratégie de l'entreprise et les systèmes de management. Et donc, en fait, on ne fait pas vraiment le lien entre les processus, les systèmes de management et la stratégie de l'entreprise. Voilà, c'est encore dans des anciennes mentalités où on a le responsable qualité qui se pilote un peu son système, qui développe ses processus et qui essaye de faire tout ce qu'il faut par rapport aux normes. Et puis, de l'autre côté, la stratégie de l'entreprise et voilà, l'échange d'interaction est difficile. Comme le disait tout à l'heure Jean-Claude, Jean-Jacques, c'est qu'il y a, voilà, on a un véhicule, généralement les entreprises mettent d'abord un système de management de la qualité qui existait déjà au préalable, et puis après on va mettre les strates, sauf qu'on reste centré sur ce système qualité et on ne prend pas tous les éléments spécifiques en environnement et ou sécurité. Et la troisième des difficultés, j'ai mis les majeures, c'est que les enjeux, donc les enjeux internes et externes, ce travail d'identification est réalisé par le service QSE, alors que ce n'est pas forcément la bonne méthode. Donc, pour essayer de corriger ces points-là, la première chose, c'est déjà de faire, mais de façon, on va dire, pas ludique, mais une discussion ouverte, un brainstorming avec la direction, les faire discuter. C'est ce que fait l'auditeur. Quand on fait nos réunions d'ouverture, on dit quels sont les changements, qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce que pour vous sont les faits majeurs. Et en faisant ce brainstorming avec les directions qui ne sont pas forcément au fait des exigences spécifiques de chaque norme, mais vous arrivez en tant qu'expert QSE d'aller prendre des éléments et de formaliser en fait ces enjeux internes, externes, et un très bon outil très simple est le fameux SWOT, donc force, faiblesse, opportunité, menace. C'est vraiment un outil très, très simple. Je vous rappelle aussi que les normes ne formalisent pas, n'obligent pas des moyens. Elles obligent un résultat, mais elles n'obligent pas de moyens. Ça, vous déterminez ça. Vous assurez à travers ce brainstorming et ces enjeux que les problématiques système, elles sont bien intégrées elles sont intégrées comme dans la stratégie de l'entreprise. Et faites-vous, en tant que responsable QSE, faites bien le lien avec les processus. Essayez forcez-vous à travers le SWOT, c'est quand il y a ces enjeux qui sont déterminés, mais faites le lien avec les processus. Vous n'êtes pas obligé au niveau des normes de définir des risques et des opportunités spécifiques par processus. Ça peut être des choses macro via ce SWOT, mais après, à vous de vous assurer que tous les processus sont bien représentés dans ce SWOT. Voilà, rapidement. Le second point, les fameuses parties intéressées. Souvent, les difficultés, elles sont incomplètes. Voilà. Au niveau santé et sécurité, on peut avoir la difficulté liée avec la 45 000 et la traduction d'assimiler la définition de travailleur avec salarié. Donc, je vous rappelle que ce n'est pas tout à fait ça. On ne tient pas compte que des salariés, mais toutes les personnes qui travaillent et qui ont une importance dans le système de management de la santé et de la sécurité. Donc, on va avoir les prestataires extérieurs, les sous-traitants, tous ces gens-là. Le niveau de pertinence, il peut être incomplet ou manquant. Je vous rappelle l'échéance, et c'est ce qui est mis dans le petit encart au-dessus. On détermine les parties intéressées et on détermine est-ce qu'ils sont pertinents pour nous. D'accord ? Et après ça, on détermine si les parties intéressées pertinentes ont des exigences pertinentes. Est-ce qu'elles ont bien des exigences vis-à-vis de nous et pas l'inverse? Souvent, c'est l'inverse. Mais voilà, c'est ce que bien nous, on les a bien. Voilà, ce que j'écrivais justement après, c'est que là, on attend de formaliser les exigences des parties intéressées que, par exemple, nos clients ont envers nous et pas forcément celles que nous avons vis-à-vis de nos prestataires. Elles s'envoient plus en termes de maîtrise opérationnelle. Alors, pour ça, voilà, pareil, toujours, moi, je suis très, je sollicite pas mal la partie brainstorming, c'est établir un listing exhaustif.
de ces parties intéressées. Et après, on les hiérarchise. Après, des moyens de hiérarchisation, bien sûr, ils vous appartiennent, mais on va avoir par rapport aux attentes, par rapport à leur importance. Ça peut être voilà, les petits graphiques que j'ai mis en bas. Il y en a qui font par rapport aux sphères d'influence, par rapport au thème. Mais il faut les hiérarchiser, pardon. Et pour chacune, face à face, on va identifier quelles sont les exigences avec le lien avec les documents qu'on peut retrouver dans notre système. Ça peut être les contrats, ça peut être les cahiers des charges qu'ont nos clients. Voilà, ça peut être tous ces éléments-là. Au niveau légal, ça va être les arrêtés. Mais il faut, voilà, dans votre système, que ça soit vraiment formalisé. Donc, parties intéressées, celles qui sont pertinentes, en face les exigences, et on fait aussi le lien, parce qu'on va trouver sur du matriciel, on va faire aussi le lien avec les enjeux, avec le chapitre précédent, avec le SWOT. Est-ce que ces exigences-là, on n'a pas d'incohérence? Est-ce qu'avec nos enjeux, on fait les exercices d'un côté et de l'autre? Au niveau du système de management, donc le fameux le chapitre plus 4.4, les difficultés, on demande, quelles que soient les normes, que notamment l'environnement et la sécurité soient intégrés au processus métier. Quand vous avez une certification en système intégré qui est uniquement environnement et sécurité, ce n'est pas pour ça qu'on vous demande d'écrire une cartographie de processus si vous n'êtes pas en qualité. D'accord? Ce n'est pas ça que demande la norme. La norme, elle vous dit, c'est des traductions. Hein, quand on dit processus, c'est process, c'est activité. La norme vous dit, mais l'environnement et la sécurité, elle ne soit pas uniquement le boulot du responsable environnement sécurité, mais que dans chaque activité de votre entreprise, on va retrouver des enjeux en termes d'environnement et de sécurité. Voilà. On peut avoir aussi encore des confusions encore classiques, hein, malgré l'antériorité des versions de la partie cartographie, mais confusion entre responsable de service et pilote de processus. Voilà, la finalité. Alors, des fois, ça matche parfaitement, mais des fois, non. Un pilote de processus, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la hiérarchie sur toutes les activités qu'il ne peut pas être pilote de processus. Par contre, il a besoin d'avoir un regard transverse. Et on a encore parfois confusion entre processus et procédure. Voilà. Bon, ça existe encore, là, c'est plus du spécifique qualité. Les moyens pour ça, voilà, c'est s'assurer, se poser la question à chaque fois qu'on a déterminé des processus, par exemple le processus achat, mais quels sont pour nous les enjeux en environnement et sécurité si on est dans un système intégré QSE? Qu'est-ce qu'on attend de nos prestataires en termes d'environnement et de sécurité? Voilà. Par exemple, au niveau, on verra tout à l'heure, au niveau des RH, mais au niveau des RH, certes, il y a la partie obligation réglementaire, mais est-ce que les domaines et les formations réglementaires sont bien intégrés dans le processus RH? Dans une activité de fabrication, on va retrouver généralement les points essentiels de pilotage sur la partie accidentologie. Voilà, sur les incidents et dans le domaine environnement en fonction des technologies mises en œuvre et des aspects environnementaux, ça va être sur les déchets, ça peut être sur la conduite de machines avec les rejets à l'atmosphère, mais c'est ça qu'on essaye de voir et du coup potentiellement de mettre des indicateurs spécifiques environnement sécurité dans ces processus métiers et pas les avoir uniquement au niveau du processus management. De bien définir la finalité des processus et ce que je disais tout à l'heure, voilà, sur les indicateurs en fonction aussi d'établir les indicateurs de processus, ne pas hésiter aussi de se reposer la question sur ces indicateurs par rapport au contexte et par rapport à la politique de l'entreprise. Vos indicateurs, ils ne sont pas figés, ils sont là aussi pour atteindre des objectifs, pour répondre à des enjeux de l'entreprise et donc qui peuvent potentiellement tous les ans être revus ou adaptés. Ça, c'était sur la partie contexte. En termes de responsabilité de la direction,
Des choses assez classiques, c'est que les politiques, alors politique, vous pouvez avoir 3 politiques, ça, il n'y a pas des référentiels. Et on a encore régulièrement des manques. Elles ce sont ce qu'on appelle, nous, alors les auditeurs, on est des vrais, ce qu'on appelle les politiques Coca-Cola, c'est-à-dire qu'elles ne donnent pas vraiment un cadre pour les objectifs. On va changer le nom de l'entreprise, mon bureau Veritas Certification. Est-ce que si on lui met Coca-Cola, est-ce que c'est vraiment représentatif de l'entreprise? Voilà, donc c'est plus, c'est vraiment se les approprier et pour répondre aux enjeux, au contexte de l'entreprise. Attention, voilà, signature de la politique par le chef d'établissement, ça peut représenter des périmètres, ce que je voulais dire là-dedans, partiels. C'est-à-dire que vous avez le chef d'établissement du point de vue légal, mais dans votre périmètre, vous pouvez avoir de la réalisation, de la fabrication et aussi du développement, de la conception. La recherche et développement et en fait la direction du site est en fait bicéphale. Et donc voilà, la signature, elle n'est pas de la politique, n'est pas uniquement sur une personne, mais c'est plus du comité, du CODIR, pour être représentatif de la globalité de votre périmètre. Et on venait voilà, sur la difficulté travailleurs et salariés et comment on intègre la notion de travailleur dans sa globalité dans votre système de management. C'est un point très spécifique en santé et sécurité. Alors, les moyens, voilà, c'est toujours, je reviens vraiment sur le brainstorming et c'est vraiment pour moi un point clé c'est un retour d'expérience, hein, c'est un audit sur un groupe que j'ai fait notamment en février qui avait du mal, leur système est intégré, mais il avait du mal à vivre et en fait, la direction n'avait pas bien compris, avait ses enjeux. Le responsable ou l'équipe QSE va essayer de faire le maximum pour coller aux exigences de la norme, mais du coup, ce n'est pas parce qu'on colle et on met des fichiers Excel assez compliqués qu'on va répondre de façon pragmatique et cohérente à la norme et embarquer et avoir le leadership de la direction. Il faut savoir aussi embarquer sa direction et que la direction il trouve du sens dans le système de management, ce qui a permis les évolutions, notamment avec la version 2015, mais il faut encore les accompagner là-dessus. Et vous assurer de façon très linéaire, voilà, vous assurer que tous les éléments obligatoires qui sont demandés par la norme sur la politique sont bien incluses, voilà, sont bien incluses. Sur les rôles et responsabilités, voilà, c'est suite, voilà, quand on disait, voilà, le fameux millefeuille, on mettait d'abord la qualité, après l'environnement, la sécurité, parce qu'il y avait plus d'antériorité. On va focaliser nos fiches de fonction, définition poste, vraiment sur les axes qualité, et puis on va oublier quelques compétences clés ou des choses particulières en termes d'environnement, sécurité. Ça, c'est sur les définitions de fonction. Alors, il y a la phrase classique sur le poste opérateur où on va pouvoir prendre en compte les consignes environnement, sécurité et qualité. Mais voilà, quand on a des systèmes initiaux, c'est vraiment des fois des constats, des écarts que l'on peut trouver. Et on retrouve aussi des grilles de polyvalence, de compétences qui sont là aussi très axées qualité et on va oublier quelques rôles spécifiques en environnement, en sécurité. Donc, dans ces rôles spécifiques, on va retrouver ceux que je vous donnais après. Ça peut être les gestionnaires de déchets, les sauveteurs secouristes du travail, on peut oublier aussi les auditeurs internes qui peuvent être soit qualité environnement sécurité, soit spécifique. Voilà, il faut vraiment faire ce travail tableau croisé sur les postes existants et par rapport au rôle que vous avez défini potentiellement dans le manuel qui est plus obligatoire, mais certains gardent, on voit que les manuels n'ont pas disparu, mais faire bien ce regard croisé. Et à minima, ce que je vous disais sur les fiches de poste, vous assurez par une relecture qu'il y a au minimum sur les postes opérationnels, voilà, sans grande qualification, la prise en compte de la politique, des procédures QSE, de la gestion des incidents. Voilà, et puis en fonction après des postes, si on a bien des choses bien particulières, je pense
Par exemple, avocariste, n'oubliez pas voilà, la partie compétences, CACES, ces obligations-là aussi, par exemple. Voilà sur les parties rôle et responsabilité. J'essaye de voir au niveau timing aussi en même temps. Sur la partie planification, les erreurs que l'on peut voir, alors là, c'est vraiment, je pense que c'est lié, c'est très, très lié à la psychologie franco-française, où on va rester sur la planification d'action par rapport aux risques et non par rapport aussi aux opportunités. Pardon. Les normes parlent bien de risques et d'opportunités. Un changement organisationnel, la mise en place d'une nouvelle technologie peut permettre une opportunité pour améliorer son système ou améliorer des points opérationnels. Et c'est vraiment des choses que là, on a encore beaucoup de mal à voir. Les entreprises sont très, très axées sur le risque et ont du mal à identifier des opportunités. C'est pour ça notamment, ce chapitre opportunité ou ce thème opportunité est très important. On ne parle plus d'action préventive quand on parle en qualité, on est vraiment d'amélioration continue. Mais c'est là nos améliorations, c'est là nos opportunités d'amélioration, soit par rapport généralement par rapport aux enjeux, hein, c'est là où on va avoir par rapport aux enjeux. Sur cette planification d'action, on va aussi avoir de façon récurrente le manque de définition des moyens permettant d'évaluer l'efficacité des actions. Donc, je vous rappelle, vous devez identifier les enjeux via le contexte, déterminer vos actions, mais aussi de définir au préalable par quels moyens on vérifiera l'efficacité de ces actions-là. D'accord ? Et là, ces modalités sont spécifiques, bien sûr, à chaque action. Est-ce qu'on a aussi encore, en fonction des structures, hein, mais souvent quand c'est des petites structures, la difficulté, le manque d'appropriation de ces plans d'action par les pilotes de processus. Les pilotes de processus vont être très dans l'opérationnel, mais sur la partie système, c'est encore via le responsable QSE, voilà, il y a ce manque d'appropriation. Peut-être aussi du fait d'une diversité d'outils utilisés pour suivre les plans d'action. Donc, des choses simples, voilà, d'avoir une seule trame, un seul modèle, une typologie de plan d'action. Et là-dessus, vous pouvez mettre toutes les origines d'action hein, qui arrivent soit du contexte, soit des audits internes, des audits externes, mais aussi voilà, du contexte donc, de vos actions. Donc, rappeler, reprendre en fait l'objectif qui est défini par la direction, l'action à réaliser, bien sûr les moyens, les ressources. Donc, les moyens, on va être sur les moyens humains. Et peut-être des ressources soit d'infrastructures, soit d'études et des choses comme ça, le responsable, la DATSI, et formalisez bien quelle est la méthode qui vous permettra d'évaluer ces résultats-là. C'est vraiment des points qui manquent encore sur le chapitre. Sur le chapitre. Exigences légales et autres, alors là, c'est plus pour ceux qui ont, dans les domaines notamment environnement, sécurité, on oublie les exigences des clients alimentaires, en fait. Cette identification des exigences va être axée sur du réglementaire, soit sur le code du travail, soit sur le code de l'environnement. Mais on a oublié de formaliser les attentes de nos clients dans ces domaines-là. Elles sont très, très bien formalisées dans les domaines qualité, mais du côté environnement sécurité, il y en a peut-être moins. Il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de groupes qui vont sur des démarches RSE et qui formalisent des choses, mais il y a un manque d'identification. Donc, là-dessus aussi, pour en moyen mémotechnique, c'est rappelez-vous aussi, faites le lien dans votre identification des parties intéressées. Vous avez identifié des parties intéressées pertinentes, mais est-ce qu'on retrouve bien les exigences? On n'est pas focus que sur la partie réglementaire. Quand vous utilisez des outils de veille,
Donc là, j'ai mis quelques noms commerciaux. Vous avez du Armadeo, du Tenaxia, Red Online, parce que c'est des outils qu'on trouve actuellement. Voilà. Mais vous pouvez aussi leur demander, comme ça vous n'aurez qu'un outil, d'inclure, et ça ils le font, d'inclure aussi vos exigences locales. C'est-à-dire il suffit de leur transmettre le PDF des exigences et ils vous le mettent dans cet outil, ce qui vous fait aussi le warning. Dans les revues de contrat qualité, vous faites systématiquement un point aussi sur les exigences sécurité. Alors, c'est sécurité, mais ça veut dire santé et sécurité et environnement. Voilà, certes, c'est revu par la qualité, peut-être par des spécialistes de la qualité, mais il ne faut pas oublier la boucle par rapport à l'environnement et la sécurité. Sur le chapitre 7, sur la partie support, donc là, on va être sur la partie compétences, ça va faire un peu le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur les rôles et les responsabilités. Ce qu'on trouve encore, c'est que les formations SE, elles sont suivies par le responsable QSE, le responsable santé et environnement, et elles ne sont pas intégrées au processus RH. Et pas toujours dans le plan de formation. Alors, il y a les obligations légales, c'est clair, en termes de présentation, des plans de formation, etc. Mais quand on établit et on revient sur l'exigence d'intégrer l'environnement et sécurité dans les processus métiers, ben le processus RH a dans ses activités la gestion et s'assurer que le plan de formation est bien déroulé. Donc, il doit bien s'assurer aussi que les informations environnement sécurité sont bien réalisées, bien sûr avec son acteur qui est le responsable environnement sécurité, mais voilà, mais ça doit apparaître et transparaître au niveau de son processus. Mais on revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur le tableau des compétences, on ne retrouve pas, voilà, certains ont des relais environnement, mais cette compétence, on ne la retrouve pas. Les sauveteurs, secouristes, les gestions déchets, voilà, toutes les personnes qui ont des spécificités. Aussi pour aider aussi les RH, parce que les RH n'ont pas forcément la connaissance de toutes les périodicités, les recyclages sur les formations réglementaires. Établissez, c'est pour le partager aussi, établissez un tableau représentant vos obligations, s'il y a les obligations légales, et puis il y a celles que vous souhaitez aussi dans votre entreprise, mais avec les périodicités de recyclage que vous souhaitez pour les formations, qu'elles soient externes ou internes. N'oubliez pas non plus de réaliser des évaluations de compétences. Des choses qui fonctionnent facilement, c'est des petits quiz. Sur les formations réalisées en interne, on oublie aussi, souvent on dit, il y a les formations qui sont réalisées par des prestataires et là il y a toujours des évaluations à un moment donné, mais les formations internes répondent aux mêmes exigences des normes, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer de la compétence, de l'acquisition de compétences. Par contre, quand vous avez des formations qualifiantes du type sauveteur secouriste du travail, CACES, habilitation électrique, celle-ci donne la délivrance d'un titre et donc la qualification est donnée donc par une personne bien sûr habilitée, mais au regard d'un certain nombre d'évaluations au cours de la formation. Donc ce n'est pas la peine de refaire une évaluation de la compétence pour celle-là. Ce que je vous disais, c'est intégrer la formation SE dans le suivi global des formations. Ce que je peux rajouter aussi, c'est utiliser aussi vos entretiens, si vous avez des entretiens annuels, pour faire un bilan aussi de ces formations et de l'acquisition de compétences. Voilà, parce qu'on parle d'évaluation à chaud ou à froid. À chaud, c'est souvent pour voir est-ce que la formation a répondu à nos attentes. À froid, c'est est-ce que la personne qui a reçu la formation l'a mis en œuvre, a acquis les compétences, et les entretiens annuels sont aussi un bon moyen de reboucler ça, pardon. Communication interne et externe, je vous rappelle sur la partie, sur les versions 2015 et 2018 par la 45 000, c'est des choses qui ont été un peu plus formalisées. Les moyens de communiquer, les communications réglementaires, elles ne sont pas reprises dans le plan de communication du style les rendez-vous que vous avez avec vos CSE, avec les IRP, avec les CSE, les CSSCT, c'est des formations, c'est des communications réglementaires, y compris la réponse, les
les communications par rapport à l'ADREAL, ça fait partie, ça doit rentrer dans votre plan de communication. Et on a encore la confusion avec la version précédente de la norme en environnement sur le fait où, dans la version précédente, on vous demandait de statuer si vous vouliez communiquer de façon volontaire sur votre performance environnement. Et là, souvent, on retrouve la phrase « sur décision de la direction » où on ne communique pas. Si, de toute façon, vous communiquez pas forcément de façon volontaire, proactive sur les indicateurs. Par contre, vous communiquez en externe avec l'ADREAL, vous communiquez en externe vis-à-vis de vos clients quand ils répondent, quand vous avez des questionnaires. Donc voilà, donc la communication externe en termes d'environnement, elle existe. Donc pour ça, faites pas des choses compliquées. Un tableau, un fameux tableau Excel où on met les sujets qu'on souhaite aborder, le quand, les destinataires et le comment. Ça permet de répondre. Et n'oubliez pas d'intégrer là-dedans, voilà ce que je disais, les obligations réglementaires, les communications obligatoires du type CSE, CSCT, courrier de réal et plainte. Mais de façon très, voilà, on ne demande pas en fonction des tailles. Après, on adapte toujours nos discussions et nos interviews, bien sûr, en fonction de la taille des entreprises. Mais sur les PME, voilà, un tableau synthétique. Et après, nous, en tant qu'auditeurs, on va aller prendre par échantillonnage quelques communications qui ont été faites en interne, en externe, pour voir si ça répond aux attentes, ce qu'attendaient vos interlocuteurs, ça répondait aux sujets, etc., si elles ont bien été établies. Pour la partie réalisation, les difficultés que l'on peut rencontrer, c'est sur la maîtrise des activités externalisées. Souvent, le processus de suivi des fournisseurs ou prestataires reste centré sur la qualité. Vous avez une méthodologie parce qu'en termes de qualité, il y a ces obligations d'évaluer périodiquement vos prestataires. Mais n'oubliez pas d'inclure, comme vous avez une méthode, n'oubliez pas d'inclure des facteurs en termes de santé et d'environnement, si vous êtes 14 000 et 45. Alors, certains vont aller beaucoup plus loin avec des cotations EcoVadis et des choses comme ça, mais en fonction toujours de la taille de l'entreprise, hein, mais déjà, de façon basique, on intègre dans nos facteurs de cotation de nos fournisseurs des indicateurs, des paramètres sur la santé et sécurité. Et si vous faites des audits qualité fournisseurs, là aussi, intégrer pour les fournisseurs ou les prestataires, bien sûr, qui ont des risques sécurité ou des risques environnementaux importants en lien, bien sûr, mais intégrer des questions environnement et sécurité. Et surtout, n'oubliez pas de former vos équipes d'audit. Parce que souvent, les audits sont faits par des auditeurs qualité, parce que c'est les façons usuelles, mais vous n'oubliez pas de leur donner quelques informations clés. Voilà, pour leur donner en lien avec, alors pardon sur les acronymes, les aspects environnementaux significatifs, par exemple. Pas la peine d'avoir une liste à la Prévert de questions, alors que ça ne sera pas obligatoire sur leur site où ils ne sont pas impactés par les rejets à l'atmosphère, par exemple. Eux, ils sont vraiment limités. Ça va être que d'une activité de packaging que vous sous-traitez. Ça va être sur la gestion de leurs déchets et le risque incendie. Voilà, il faut vraiment l'adapter aussi en fonction du risque que peut avoir la famille de métiers de votre prestataire. L'autre point clé en termes de maîtrise opérationnelle, c'est l'approche cycle de vie. Donc là, c'est un petit focus en termes d'environnement. Mais on oublie le cycle de vie, on a toujours une difficulté d'appropriation et comme on est en fabrication de produits, on va rester axé sur le cycle de vie. Mais il ne faut pas oublier, ce n'est pas parce que vous ne faites pas du développement, par exemple de la conception, mais il ne faut pas oublier les activités, les étapes de transport, d'utilisation de votre produit et de fin de vie. Ça veut dire que dans les audits, dans vos processus,
Mais dans les achats, il y aura des choses sur, par exemple, quand on va contractualiser avec des transporteurs, au niveau achat, on aura des problématiques, comment on se prend en compte la partie transport, l'Euro 6, voire voilà, toutes l'affrètement des transporteurs. Sur la partie conception et développement, alors bien sûr, tout dépend de votre maîtrise sur le sujet. On est bien en termes de maîtrise et d'influence, mais on parle vraiment, certes, on a conçu le produit, mais est-ce que dans sa phase de conception, c'est poser la question sur la fin de vie? Et est-ce que dans les documents que l'on transmet à nos clients, les fiches techniques, l'argumentaire commercial aussi que l'on transmet aux vendeurs, est-ce qu'il y a des choses sur la fin de vie du produit, sur le devenir, sur la gestion du déchet, sur les livraisons, sur le service après-vente, sur l'utilisation, ça peut être en termes de consommation. Et après, bien sûr, en termes de maintenance et production, c'est tout ce que vous faites sur la partie production. Mais voilà, il ne faut pas rester, ce n'est pas parce qu'on fait que de la réalisation de la fabrication qu'il faut oublier, en tout cas, au moins ces 3 thématiques qui sont le transport, l'utilisation faite par vos clients, mais il peut y avoir un aspect environnemental en termes de consommation d'énergie, en termes de gestion potentiellement du déchet, et c'est sûr en termes de fin de vie du produit. Sur la partie performance, et là, je vous disais, il y a pas mal, ça représente… Alors, sur le chapitre précédent, on était à 25% à peu près d'écart. Je vous ai fait grâce, en fait, de toutes les problématiques qu'on peut voir en maîtrise opérationnelle de façon classique, des contrôles réglementaires pas faits en termes de sécurité, des produits hors rétention, et en termes de qualité, par exemple, des contrôles qualité pas faits voilà, en continu sur les lignes par rapport à vos procédures, du non-suivi des procédures, en fait. Hein. D'accord. Qui représente quand même pas mal sur la partie, sur ces 25%. Sur ce chapitre 9, les 25% qui restent d'écart hein, sur l'année, ce que je vous disais, les problématiques principales viennent de 2 termes, on va être sur les audits internes, revue de direction et analyse de cause sur les non-conformités. Donc, sur les audits internes, on ne s'assure pas que le planning d'audit intègre bien toutes les exigences des normes. Et souvent, c'est ce que je vous ai mis dans le point 3, c'est qu'on oublie le chapitre leadership, le chapitre audit interne. On doit s'assurer que notre système d'audit interne réponde bien aux exigences. Les audits des processus pilotage sont réalisés souvent, hein, je ne vous dis pas que c'est toujours le cas, mais on peut avoir ça par des auditeurs qualité, mais qui n'ont pas forcément les connaissances et la formation sur les autres référentiels, parce qu'il y a toujours des petites spécificités, même si on est sur la base de la structure de haut niveau avec les enjeux et avec ces mêmes obligations, mais il y a des petites spécificités. Et après, dans les petites structures, ce qu'on retrouve, c'est les problèmes d'impartialité des auditeurs internes qui vont auditer sur des petites structures. Voilà, c'est la responsable qualité qui va faire les audits internes. Mais là, c'est difficile, notamment pour aller vérifier sur les chapitres 6, par exemple, sur le chapitre 9. Donc là, on a un problème d'impartialité. Donc, de façon, pareil, pragmatique, établissez une grille de correspondance entre vos processus et les exigences des normes. Ça peut aussi aider vos auditeurs internes. Faites-vous aussi un programme d'audit. Vous pouvez le faire sur 3 ans. Après, vous pouvez bien sûr réduire cette périodicité en fonction des changements que vous avez dans l'entreprise. Mais pour pouvoir voir l'ensemble de vos normes, on n'oblige pas de faire tous les processus tous les ans. Un programme sur 3 ans, c'est tout à fait par rapport à un cycle compréhensible. Et comme ça, vous échantillonnez par an et au moins, vous avez une lecture exhaustive. Donc, ne pas oublier les fameux chapitres leadership et audit interne. Et par souci de manque d'impartialité ou de problème de ressources, n'hésitez pas à faire appel à des audits croisés. Alors, via, bien sûr, le réseau, via les clubs d'audit interne, voilà. Mais faites-le, ça marche aussi, ça permet d'avoir aussi un regard extérieur, mais de responsable QSE ou QE, un autre regard et qui prend de la hauteur un petit peu votre système. Un auditeur tierce partie, généralement, si vous avez identifié déjà chez vous des défaillances et établi un plan d'action,
l'auditeur externe ne va pas rajouter une non-conformité. On ne fait pas du millefeuille, on n'est pas là, on n'est pas payé à la non-conformité, à l'identification des écarts. Ce qui est important, c'est que votre système puisse aussi permettre d'identifier vos faiblesses et de planifier vos actions, et ça ne soit pas le regard externe qui vous permet de tout corriger. Nous, on est bien là pour vérifier la conformité au système. Revue direction, on trouve des revues de direction, des contenus de revues de direction qui ne nous apportent pas la preuve que toutes les données d'entrée de tous les référentiels ont bien été pris en compte. Voilà. Donc, façon schématique, pareil, synthétique, mais définissez un ordre du jour standard sur lequel on reprend bien de façon linéaire toutes les exigences des normes. Votre présentation peut servir aussi de compte-rendu, à condition, bien sûr, que quand il y a des décisions, vous mettez à jour cette présentation. Si c'est par exemple un support comme là, on a PowerPoint, vous pouvez rajouter en commentaire les décisions prises et surtout la conclusion, ne pas omettre de formaliser la conclusion de la revue de direction en termes de pertinence, d'adéquation et d'efficacité du système. Voilà. Et embarquer, c'est vraiment la revue de direction, c'est vraiment l'outil de management et de prise de décision. Ce n'est pas juste une présentation à la direction, et puis ça ne doit pas être qu'une présentation de la direction par le responsable QSE, mais par les pilotes de processus, et vraiment un échange et une prise de décision. Sur la partie amélioration, et je pense qu'au niveau timing, je ne suis pas trop mal. Sur la prise de décision sur les non-conformités, on peut confondre atténuation les effets négatifs des non-conformités et des actions correctives. En fait, le curatif, on met vraiment le pansement et on ne met pas l'action corrective. C'est la difficulté, la confusion entre le curatif et le correctif. Manque de formalisation et d'insuffisance des analyses de cause. Les actions correctives qui restent centrées sur la première cause qui est problématique individuelle. Donc, on va être sur une action de sensibilisation du personnel, de rappel des consignes. Non, il faut aller au-delà. C'est pas si on a une récurrence et on voit toujours que l'action corrective, c'est une sensibilisation du personnel, c'est qu'il y a d'autres choses qui manquent. Souvent, on ne voit pas, on manque l'enregistrement de la mesure d'efficacité. Vous pouvez clôturer une action, mais après, on doit se donner un certain temps pour mesurer l'efficacité. Donc, voilà, surtout adapter vos méthodes d'analyse de cause en fonction des sujets. Ce n'est pas la peine de faire du 8D pour tous les sujets non plus. C'est vraiment les adapter à vos problématiques. Ça peut être du 5 pourquoi, se poser de formaliser. Le 5 pourquoi marche pas mal. Hein. Voilà, on creuse les questions justement pour ne pas rester sur la sensibilisation du personnel. Et surtout, pareil, pour chaque action, non-conformité, identifier la méthode de mesure d'efficacité qui est vraiment indépendante par rapport à l'action corrective. Voilà. Et je pense qu'au niveau du timing, je vais laisser après, du coup, à Guy sur les questions. Tout à fait. Bravo et merci pour cette présentation et bravo pour le timing. En effet, nous avons déjà un certain nombre de questions. Merci à l'auditoire de les avoir déjà posées. Vous êtes invités à rajouter d'autres dans l'intervalle. Alors, je vais commencer de façon un peu aléatoire, on va dire, par celle que je vois actuellement. Quels sont les éléments obligatoires de la politique? Oui, il y en a. Il y a un engagement. Alors, ils sont il faudrait que je vous les donne par norme. Sur la partie, par exemple, sur la partie santé et sécurité, vous avez l'engagement à la consultation, participation du personnel des IRP, en fait, du personnel. Je vais pas y arriver, pardon, à force. Voilà, des IRP, des représentants du personnel. Voilà, vous avez par exemple cette première. Vous avez aussi une obligation de vous assurer de la bienveillance en termes de santé.
Après, on pourra faire un petit rappel pour chaque, de la conformité aux exigences légales et autres. Voilà, quelques éléments, en fait, c'est par norme, mais vous les trouvez très bien dans les normes pour chacune. D'accord, merci. Alors, je rappelle ou je me permets de préciser pour ceux qui ne l'ont pas noté, vous aviez noté ou soulevé l'idée d'audit croisé. Donc, la FPPACA propose un programme d'audit croisé. Donc, vous trouverez tous l'email pour contacter les responsables de ce programme dans la discussion. J'avais donc la question qui suivait, c'est y a-t-il une exigence d'information documentée pour un plan de com? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. En fait, il faut documenter ce que je vous disais, c'est qui fait quoi, pour qui et comment, si je résume ça. Ça, c'est bien une information documentée en termes de communication interne et externe. D'accord, merci. Et toujours dans le domaine de la com, on a parlé de communication. Qu'en est-il de la consultation ou participation sur les solutions de gestion notamment? Alors, Ce que qu'est-ce qu'on moi entend j'ai par compris comme solution de gestion? implication, Alors, c'est du que je spécifique en termes de retraduirais santé. par... Je pense que c'est en termes de voilà, moi, ce santé que et j'en ai... sécurité. Sans doute, je vous laisse déjà En, axer sur ce point-là ouais, en alors attendant en les termes de précisions. santé et sécurité, alors c'est vrai que je suis restée assez macro dans la présentation. En termes de santé et sécurité, ils sont énormes par rapport aux exigences de la 45001 demande. On a une page en fait d'exigences. Donc il y a je vais dire une vingtaine d'exigences, des thématiques, mais vous devez consulter. Je vais vous donner des exemples déjà communiquer sur les résultats pertinents de votre revue de direction aux représentants des travailleurs. Je vous donne quelques exemples, hein, c'est vraiment très détaillé. Vous devez aussi les faire participer à la construction du plan d'audit. Vous devez de toute façon les faire participer sur tout ce qui est incident, accidentologie. À la construction, les consulter sur la partie politique. En fait, si je résume, sur toutes les exigences de la norme 45001, vous devez soit les consulter, soit les faire participer. Alors, c'est les représentants du personnel ou autres, hein. Il peut y avoir aussi des groupes de travail. Il ne faut pas rester focus sur les IRP. Il y a plein de méthodes qui existent. D'accord, oui, pas seulement sur les légalement représentatifs, Oui, tout à fait. Non, mais ça ne suffit pas. tout Voilà, autre. je veux faire juste le parallèle, c'est que autant voilà, il y a le CSSCT maintenant ou ex-CHSCT et voilà, mais c'est pas le seul endroit parce qu'il y a la partie réglementaire, mais n'hésitez pas à faire des groupes de travail, par exemple sur la partie santé et sécurité, l'évaluation des risques. Les travailleurs doivent participer à l'évaluation des risques. Donc, c'est pas forcément, certes, vous pouvez engager les membres du CSCCT, mais après, vous pouvez l'ouvrir à des travailleurs et qui ne sont pas forcément des encadrants. On pourrait faire plein de choses sur la 45001, mais je sais qu'il y a déjà eu des groupes de travail, des réunions dessus, donc je ne veux pas trop… En effet, nous sortons d'un ensemble de 3 sessions sur la 45001 qui a permis à notre auditoire de bien préciser les détails. Merci de le rappeler. Alors, une question plus égocentrée. Je rappelle qu'il y a un lieu qui a brûlé près de Strasbourg qui m'inspire une question en termes de SMI. Vous parlez de système de management intégré. Est-ce que vous avez eu des SMI avec de la 27000, donc sécurité de l'information? Ou est-ce que c'est toujours qualité, environnement, sécurité, voire il y en a énergie, comme très vous peu. disiez? Alors, moi, je n'ai pas les compétences en 27000, hein, donc personnellement, on n'en a pas. On a des certifications 27001, mais là, on fait appel, en fait, mais l'équipe d'audit, en fait, va être complétée par quelqu'un qui est spécialiste de la 27001. Mais ce n'est pas le cœur. Voilà, on en a, mais voilà, ce n'est pas le cœur. D'accord. Donc, on n'est pas vraiment dans un système intégré au jour d'aujourd'hui. Ouais, non, sur la C'est plus 27001, ouais, c'est vraiment très particulier. Je pense que les gens qui sont c'est plus 27001, considéré comme un cas à ils sont part. plus, ils certifient 27001, point. D'accord.
Une autre question, vous avez soulevé aussi des différences culturelles, ou du moins les spécificités françaises, anxiogènes habituelles, qui fait un peu pléonasme entre françaises et anxiogènes, sur l'approche risque plutôt qu'opportunité. Est-ce que vous avez d'autres différences culturelles que vous pourriez partager avec nous? Alors, du point de vue santé, sécurité, oui. On va en avoir rien que sur la partie analyse ou identification de du délai de prise en compte de l'accident et de la reconnaissance. Donc là, sur la partie santé et sécurité, c'est très, très fort, ce qui a fait les difficultés de publication de la 45001, si je peux, voilà. Après, vous avez de toute façon les différences qu'il va y avoir juste en environnement aussi, mais culturellement, vous en avez. Nous, en France, on va être obligé d'écrire beaucoup de choses. Tandis que, par exemple, j'ai fait un audit en Autriche, en environnement, la législation des déchets est très light parce que de toute façon, ils font tout, ils écrivent tout. D'accord, donc c'est plus la rigueur, on va dire, à Europe du Nord qui fait qu'ils écrivent beaucoup plus de. Ils n'ont pas besoin d'écrire que ça soit des obligations, ils le font. Voilà. Et puis voilà, donc quelques exemples comme ça. Et après, sur les résultats, certes, des audits internes aussi. Hein. Vous allez avoir dans certains pays, il n'y aura jamais d'écart parce que ça fait un jugement de la personne alors qu'on juge un système. Mais vous avez des pays où il n'y aura pas dans des multisites en fait, où ça sera très difficile, où on n'aura pas. Mais même en France, des fois, de temps en temps, en fonction de ce qu'on comprend de l'audit interne et ce qu'on peut en faire, qui est plus comme du contrôle, alors que c'est vraiment de l'amélioration. Et on va pas dire, on va pas écrire non-conformité. Bon, après, vous l'identifiez comme vous voulez. Hein. Je reprends une formule qu'avait introduit un vice-président Europe dans ma carrière qui disait l'audit interne must be fun. Et je trouve que c'était une excellente introduction, il faut la garder. On est un peu dans le limite timing, alors je vais finir par une dernière question avant de repasser la parole à Jean-Jacques pour la conclusion. Est-ce qu'il existe des logiciels reconnus pour gérer le SMI donc Il y en a plein. dans son intégralité? Alors là, je suis dans son intégralité. Je ne sais pas. Vous allez avoir les logiciels de GED, vous allez avoir les logiciels de gestion des actions, des plans d'action, voilà, des audits internes. Ça, ouais. Dans sa globalité, j'ai même vu des logiciels, je crois que c'est Édition Législative qui fait même des logiciels pour les évaluations des risques. Mais dans sa globalité, sincèrement, je l'ai jamais trop vu parce qu'il y a toujours quelque part, il y a un petit truc qui manque ou on ne va pas l'exploiter jusqu'au bout. Toujours un trou dans la raquette, dirait-on, dans ce genre de gestion. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention et vos questions et vos réponses, je dirais plutôt les questions de l'auditoire. Et il est temps maintenant de repasser donc la parole à Jean-Jacques pour cette conclusion. Merci. Merci à Sandra Cadot pour cette superbe présentation. Comme il en a été question à plusieurs reprises, moi, je vous recruterai facilement, si vous en étiez d'accord, dans le club AIC. Je trouve qu'au niveau du fond et de la forme, compétence et puis bienveillance, vous feriez une auditrice tout à fait acceptable pour nos heureusement, c'est mon métier. Du club. Vous pourriez faire un petit peu de bénévolat avec nous, s'il vous plaît. Ça serait. Enfin, moi, je vous recrute. Hein, je vous recrute. Ok. Bon, merci. Il y a des moments où il faut intervenir. Merci beaucoup à vous. C'était très, très intéressant. J'espère que ça a intéressé nos participants, que j'invite à faire part de leurs commentaires lors de l'enquête que nous allons leur envoyer dans les 48 heures, 72 heures, et qu'ils nous fassent part également de leurs suggestions. Je vous donne à tous rendez-vous sur nos prochains webinaires du mois de mai et du mois de juin. Nous allons avoir au mois de mai 2 webinaires sur le management et en juin 2 ou 3 webinaires sur le lead management. Donc, des sujets dans le vent et des sujets intéressants.
Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci encore à Sandra Cando et à bientôt sur nos lignes. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup.